Je vous ai glissé un mot tantôt sur l'impédance valvulo-artérielle et je pense que c'est important d'en parler parce que, comme je vous disais, ce qu'on assiste maintenant chez les patients âgés, c'est non seulement une atteinte de la valve, mais souvent une atteinte de l'aorte, une rigidité de l'aorte qui va faire en sorte qu'au lieu d'avoir chez un jeune patient une tension artérielle à 120 sur 80, bien, pour le même volume d'éjection, vous pourrez avoir une tension artérielle à 160 sur 80 parce que la compliance aortique est diminuée. Et de fait, ce que le ventricule voit, lui, ce n'est pas la valve qui est malade, c'est ma valve qui est malade, c'est mon aorte qui est malade. C'est l'obstruction, la pression totale qu'il doit générer pour éjecter le sang. Et on peut considérer, en fait, lorsqu'on a une sténose aortique, une compliance artérielle diminuée, qu'on a deux obstructions en série. Nous, ce qu'on a proposé comme paramètre pour évaluer cette poche-charge globale du ventricule, c'est l'impédance valvulo-artérielle, dans laquelle on additionne la tension artérielle systolique au gradient moyen et on divise par le volume d'éjection indexé, alors qu'on obtient un paramètre qui est exprimé en millimètres de mercure par millilitre par mètre carré. Autrement dit, vu conceptuellement, c'est le nombre de millimètres de mercure que ça vous prend pour éjecter un cc de sang normalisé, eu égard à la taille corporelle. Alors, plus ça vous prend de millimètres de mercure, bien, plus la charge est importante pour le ventricule, plus la poche-charge est augmentée. Les puristes en physiologie vont vous dire, puis je peux vous nommer toutes les limites de ça, mais il reste qu'en clinique, mesurer ces trois paramètres-là, c'est très facile. C'est déjà des choses, les deux premières ici, c'est déjà des choses qu'on mesure en écho. Puis comme je vais vous dire tantôt, on devrait toujours mesurer la tension artérielle, qui n'est pas compliqué à mesurer. Donc, c'est vraiment un paramètre facile à obtenir. Et comme on va le voir également, il est performant au point de vue de ce que ça nous donne comme renseignement chez les patients. Alors, ce qu'on a fait dans une étude subséquente, c'est de regarder l'impact de l'impédance valvulo-artérielle sur la survie des patients porteurs d'une sténose aortique au moins modérée. Et on a divisé les patients en trois catégories selon leur impédance valvulo-artérielle, c'est-à-dire en bas de 3,5, entre 3,5 et 4,5 et au-dessus de 4,5. Et première constatation, ce qui est de vue de l'autre angle de la lorgnette, vous réalisez que chez ceux qui ont une impédance élevée, il y a beaucoup plus de patients qui ont une sténose aortique à débit paradoxal. Alors, quand je vous disais tantôt que c'est un stade plus avancé que de maladie, ces gens-là ont une poche-charge qui est plus élevée, ont une hypertrophie concentrique qui est plus importante, diminution du volume ventriculaire et baisse du débit. Trouvailles analogues qui ont été confirmées par les investigateurs. C'est une sous-étude de l'étude 6 qui était sur l'effet de la simvastatine et de l'ézetimibe sur la progression de la sténose aortique. Et ils ont mesuré, eux aussi, l'impédance valvulo-artérielle. Les unités ne sont pas les mêmes parce qu'ils ont utilisé la taille plutôt que la surface corporelle. Mais ce que vous réalisez, ils ont divisé les patients à bas débit et débit normal selon le même critère que nous, soit 35 cc par mètre carré. Vous réalisez ici que l'impédance valvulo-artérielle, la charge ventriculaire est beaucoup plus élevée que chez ceux qui ont un débit normal. Et en prime, que le raccourcissement circonférentiel normalisé du ventricule gauche est beaucoup plus diminué suite à cette poche-charge qui est plus augmentée et qui se retrouve chez ces patients à bas débit. Donc, tout ça, c'est très concordant. Alors, toujours la même étude de 544 patients avec une sténose aortique au moins modérée. On regarde les trois groupes avec impédance valvulo-artérielle basse, modérément augmentée et très augmentée. Première constatation qu'on a trouvée, c'est que c'est le paramètre le plus performant lorsqu'il est comparé à une analyse multivariée aux autres paramètres, y compris l'air valvulaire, les gradients, la compliance artérielle, etc. C'est le paramètre le plus performant et le seul dans les paramètres que je viens de vous énumérer qui demeure significatif en analyse multivariée pour prédire la survie. Et si vous regardez ce schéma-ci, il est très intéressant parce que vous voyez que ça, c'est la survie normale de la population. Vous voyez que les groupes chirurgicaux se retrouvent ici dans le haut, qu'il n'y a pas de différence significative. Et même lorsqu'on a une impédance valvulo-artérielle qui est plutôt basse, il n'y a pas de différence entre le traitement médical et la survie d'une population similaire. Par ailleurs, si vous avez une augmentation modérée de 3,5 à 4,5 ou plus haute que 4,5, votre pronostic est beaucoup plus mauvais. Donc, on a avantage à mesurer ce paramètre-là
dans la sténose arctique, d'autant plus qu'il va nous conforter dans le fait, c'est toujours ça demeure perturbant pour le clinicien, même pour moi, quand je vois un patient qui a un gradient bas puis une aire valvulaire diminuée, parce que ça peut également induire des problèmes techniques. Il faut corroborer ça avec d'autres données. Et une des données avec laquelle on peut corroborer très bien, c'est l'impédance valvulo-artérielle. Si on a une impédance valvulo-artérielle qui est très augmentée, bien à ce moment-là, ça commence à concorder. Alors, si on se résume, quelles sont les caractéristiques de cette sténose arctique sévère paradoxale avec bas débit, bas gradient, malgré fraction d'éjection préservée? Donc, une sténose arctique sévère, aire valvulaire indexée de moins de 0,6 cm² par mètre carré, bas gradient moyen, habituellement entre 20 et 40 mm, fraction d'éjection préservée, bas débit, petite cavité ventriculaire gauche avec hypertrophie concentrique marquée, poche charge augmentée, habituellement une impédance valvulo-artérielle au-dessus de 4,5, et se rappeler que l'hypertension systolique est fréquente, mais ne pas vous laisser induire en erreur par une hypertension systolique qui ne serait pas présente, parce qu'elle peut être pseudo-normalisée, et le débit étant tellement bas que la compliance est très diminuée, les résistances vasculaires sont très augmentées, mais le débit est tellement bas que l'hypertension est pseudo-normalisée. Alors, il faut aller au-delà de la tension artérielle, il faut vraiment calculer l'impédance valvulo-artérielle. Les implications fréquentes, bien, c'est comme on l'a vu, c'est une entité fréquente, 30 à 35 des cas. C'est un stade plus avancé de la maladie. C'est un pronostic diminué si on fait un traitement médical. C'est souvent mal diagnostiqué à cause d'une sous-estimation de la sévérité parce que le gradient est bas, puis une sous-estimation aussi des symptômes. Et souvent, moi, je dis, j'ai péché moi-même par de cette façon. Il y a une symbiose, il s'établit une symbiose entre le patient et le médecin. Le médecin qui se dit, le gradient n'est pas si élevé que ça ne peut pas être si sévère que ça, puis qui dit à son patient, vous n'avez pas de symptômes, hein, vous n'êtes pas essoufflé, ça va bien, oui, bon, on est d'accord. Puis il est content parce qu'il y avait un nerf valvulaire qui était diminué. Mais si on questionne ces patients-là, ou si on leur fait des épreuves d'effort, on réalise que dans le fond, ils sont symptomatiques. Retard inapproprié de la chirurgie qui est fréquent. Puis il y a une nécessité de faire des évaluations plus globales, incluant la tension artérielle. Je ne sais pas si ça se fait chez vous. Je l'ai dit à plusieurs auditoires, puis les gens sont sortis en disant on achète un appareil à pression. L'échocardiographie, c'est l'hémodynamie des années 2000. Aurait-on idée de faire un cathétérisme cardiaque sans mesurer la pression dans l'aorte? Alors pourquoi ne mesurera-t-on pas la tension artérielle de façon routinière lorsqu'on fait un écho à un patient? Je pense que c'est le b.a.-ba de l'histoire. D'autant plus important dans les sténoses arctiques, mais quand bien même que ce serait par dépistage, ça va être utile. Puis ça peut être utile aussi dans d'autres pathologies. Alors je pense que c'est important de mesurer la tension artérielle. Nous, on fait ça depuis, je peux vous dire, parce que c'est anecdotique ça aussi, on a commencé à faire ça avant 10 h le matin, le 11 septembre 2001. Depuis ce temps-là qu'on fait des tensions artérielles de routine chez nos patients dans le laboratoire. L'autre chose, c'est que lorsqu'on a des données discordantes, bien, il faut essayer de corroborer par d'autres, voir le phénomène d'autres angles, une épreuve d'effort pour voir si le patient est vraiment symptomatique, et ça peut devenir très révélateur. Les CT scans pour avoir un score de calcium, etc. On pourrait discuter d'autres choses, mais il faut vraiment... mais c'est ne pas rejeter du revers de la main si vous avez un patient qui a un bas gradient. La deuxième entité dont j'aimerais discuter, c'est la sténose arctique sévère avec bas débit, bas gradient, fraction d'éjection diminuée. C'est le classique, celui qu'on connaît, mais comme, en tout cas, on va le voir, moi je pense qu'il y a encore plusieurs questions qui demeurent sans réponse, et c'est là que je pense que ça devient encore plus intéressant d'avoir votre perspective à vous, spécialiste en insuffisance cardiaque, parce que ça touche vraiment votre spécialité. Encore une fois, un cas clinique pour illustrer un peu ces cas-là. Un homme de 77 ans, référé pour souffle systolique et dyspnée d'effort sévère d'apparition récente. On lui fait, à l'écho de repos, le gradient maximum est à 26, moyen à 14, aire valvulaire à 0,9, aire valvulaire à 0,49, volume d'éjection à 47 et fraction d'éjection à 20. Alors, ici, on a typiquement un écho qui nous montre une sténose arctique sévère sur la base des aires valvulaires, avec une dysfonction ventriculaire et des bas gradients. Ceci, c'était admis avant, c'est une entité qui était reconnue. Ce qu'on prône maintenant dans ces cas-là, c'est de faire des dobutamines. Pour deux raisons, a-t-on dit. La première, c'est pour voir si ce n'est pas ce qu'on a appelé une pseudo-sténose arctique. Effectivement, ici, vous voyez qu'on a fait une dobutamine et que l'aire valvulaire arctique est passée de 0,9 à 1,3.
l'aire valvulaire indexée à 0,71. Donc, ça, c'est dans le domaine de la sténose aortique modérée. Les gradients augmentés, bien sûr, mais demeurent relativement bas. Et ce qu'on dit dans ces cas-là, en tout cas ce que plusieurs disent, c'est pas une sténose aortique sévère. En fait, c'est que si la valve ne s'ouvre pas à cause du bas débit du ventricule, et donc, n'étant pas une sténose aortique, on n'a pas à opérer la valve. Et de fait, pour avoir vu un cas similaire présenté dans une session à Boston, où il y avait 400 personnes dans la salle, on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils feraient, puis tout le monde a dit on n'opérerait pas. Vous opérez ou vous n'opérez pas, puis 95 disent on n'opère pas. Sauf qu'il faut se souvenir que le patient est symptomatique, puis qu'il ne retournera pas chez eux avec une perfusion de butamine. Je vous mets juste cette interrogation-là. Je laisse juste ça avec vous pour le moment, puis retenez ça au fur et à mesure que je vais avancer. Le deuxième point, c'est pour voir s'il y a une réserve contractile, pour voir si le muscle cardiaque on peut aller chercher une meilleure... on voit ici que le volume d'éjection augmente, mais il aurait pu arriver que le volume d'éjection n'augmente pas et que la fraction d'éjection n'augmente pas et qu'on dise qu'il y a moins de réserve contractile. Ceci, c'est rassurant dans un sens. On dit qu'il y a de la réserve myocardique, mais lorsqu'il n'y a pas de butamine, à cause de sa sténose aortique, bien, il retombe à 20 %. Encore une fois, il ne part pas chez eux avec une perfusion de butamine. Mais ceci, on en faisait un peu abstraction. Vous voyez, c'est le patient ici. Alors, l'homme est beaucoup plus mauvais quand même si les patients n'étaient pas opérés, aussi bien dire que si vous aviez ceci, vous étiez mort en dedans de 2 ans. Ce n'est pas dit explicitement dans l'article, mais il était resté de cet article-là un peu une ambiance de dire, bien, s'il n'y a pas de réserve contractile, ça ne vaut pas la peine d'opérer, puis il faut opérer juste s'il y a une réserve contractile.